Et voilà, tout ce beau monde qui commence à se joindre à nous. Fait qu'il est 7 heures, on va commencer. Il devrait y avoir d'autres mondes là, qui vont se joindre à nous éventuellement. Bonjour Daniel, salut Gaëtan, comment ça va les amis? Ça va bien toi? Ça va pas pire? Daniel, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup, François. Oui, alors bienvenue à cet épisode des Jeudis de la photographie, le 7 janvier 2021 déjà. Puis on a déjà hâte à 2022, là, parce que l'année a commencé. Je me demande pourquoi je regarde tout le monde présentement sur l'écran, puis je me dis, bon, ben, de quoi on va avoir l'air dans quelques mois, là? Ça commencerait, là, comme on dit, là, t'sais. Fait que, ben, c'est ça. Ce soir, juste avant qu'on commence, là, je vais juste expliquer un petit peu, là, c'est quoi les jeudis de la photographie. On se rencontre tous les premiers jeudis de chaque mois pour parler de notre sujet préféré, qui est la photographie. Où est-ce qu'on peut partager nos choses. Puis aussi, on a des invités souvent. D'habitude, on a des invités, mais cette semaine, on n'a pas d'invités. On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Puis juste dire aux gens qui nous écoutent que là, tous vos micros sont mis à mute, mais plus tard, on fera une petite discussion. Fait vous allez pouvoir démuter. Comment on dit ça en français? Démuter? Démuter votre micro. Ah, Puis, juste dire aussi que l'épisode est enregistré, puis ça va être plus tard là, sur YouTube, sur notre canal YouTube. Et aussi, présentement, ben, c'est diffusé live là, sur la page Facebook des Jeudis de la photographie. Donc, mon nom est François Nadeau. Bonjour, Daniel Miller, Gaëtan. Comment ça va, les amis? très bien, très bien. Ouais. Pas trop dur. C'est intéressant de voir sur écran qu'il y en a qui n'ont pas encore défait leur sapin de Noël. Ça m'amuse un peu. Hey, t'as jusqu'au Noël du campeur, là, le 24 juillet, il me semble. Là. Tu peux le garder. Comment ça va? Le début d'année, c'est pas trop difficile pour vous autres? Ben moi, ben évidemment, je suis retombé sur le chômage là, à cause du reconfinement de M. Legault. Donc, c'est ça que nous, chez Gosselin Photo, tout est à l'arrêt, sauf pour le service web. Donc, je rentre une fois ou 2 semaines, là, donner un petit coup de main à l'équipe web là, pour désengorger les commandes Internet. Puis, je donne beaucoup aussi un gros coup de main dans le labo. Ça, j'adore ça, faire ça. Développer des films 35 mm là, dans les machines Noritsu et tout. Là, c'est bien trippant. Puis eux ils aiment ça parce que ça leur en fait moins sur les épaules à gérer. Donc, OK. Fait que, petite plug, tu travailles chez Gosselin Photo à Laval. Hein? C'est ça, à Laval. Si vous voulez aller parler avec un professionnel de la photo, ben Gaëtan est là pour. Puis il vous donne 10% à chaque fois que vous venez. Wow. Ah, moi, j'ai plus que ça. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu fais de bon dans ces temps? Mis à part le fait qu'à 60 ans, j'ai appris à patiner, ce qui me fait un peu rigoler, mais photographiquement parlant, c'est une toute autre affaire. Puis non, je n'embarque pas sur la glace avec un appareil photo dans les mains, compte tenu du prix que ça vaut. Je n'ai pas envie de le casser. Hier, là, je suis allé me promener, j'ai pogné. Moi, une fois par année, une fois par hiver, je pogne une fouille épique. T'sais. Moi, je prends tout le temps une débarque là, comme épique, là, toutes les 4 pattes en l'air. Puis hier, j'ai pris ma débarque. J'avais ma caméra dans les mains, mais c'est comme ça a été au ralenti, là, puis j'ai tout de suite pensé à ma caméra, puis je l'ai tenue, là, puis... Fait que si tu peux y aller avec ta caméra, mais c'est ça, il faut que tu la tiennes comme il faut, là, quand tu vas tomber. OK, François, je vais sûrement avoir besoin de cours de ta part. Ouais, la caméra est plus importante que n'importe quoi. Là, outre ça, mais je suis en mode construction de laboratoire dans les faits actuellement. Donc, construction d'un gros évier, ces trucs-là pour de la photographie argentique. Mais j'ai des projets qui se font aussi avec le numérique. Les gens qui me connaissent bien savent que la fin justifie souvent les moyens dans une certaine mesure ou selon le feeling que j'ai envie de vivre. Alors, je me promène un peu dans tout ça.
je me promène entre le grand format, le moyen format. Je joue un peu dans le numérique. Puis de temps à autre, quand j'ai besoin de réconfort, ben, je reprends mon vieux 35 mm. Bon. Alors, c'est là que je me sens le plus confortable la plupart du temps. Avec notre 35 mm, on dort avec. À peu de choses près, j'avoue que quand j'avais acheté ce premier type d'appareil-là à l'époque, effectivement, j'avais dormi avec. Mm-hmm. Là, ce soir, on n'a pas d'invité avec nous parce qu'on a décidé de peut-être présenter un petit peu des livres puis des photographes qu'on aimait puis des projets sur lesquels on travaillait rapidement. Puis aussi, ben, on voulait en profiter pour avoir un peu de feedback là, de ceux qui sont avec nous dans les jeudis de la photographie. Là. Fait que, on va faire un petit peu un micro ouvert plus tard, puis parler entre nous autres, puis discuter un petit peu. C'est pas parce qu'on n'a pas de choix d'invités, c'est parce qu'on s'est dit, comme c'est le début de l'année, peut-être qu'il n'y aurait pas grand monde qui assisterait ce soir. Puis, je pense qu'en février, on a un invité très intéressant, hein, Daniel? Définitivement. Pour février, on a Michel Lessard. Pour les gens qui ne connaissent pas Michel Lessard, puis vous allez voir de toute façon, c'est un peu de sa bio qui va débarquer là, sur la page Facebook des Jeudis de la photographie. Michel Lessard, c'est un historien chevronné, okay. Québécois qui a un intérêt vraiment très, très, très marqué pour la photographie, l'histoire de la photographie. Et qui aujourd'hui continue avec à avoir on pourra peut-être pas dire des projets, mais des rêves, des espoirs qui sont des plus importants, surtout compte tenu de l'orientation que la photographie pourrait prendre actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou, qui aime parler, qui est intéressant, qui a énormément de connaissances. Qui est définitivement un invité de marque. Je lui parlais au téléphone cette semaine un peu, là, puis on préparait les choses, puis je me disais, bon, on a complété notre conversation en se disant, bon, ben ça prendra peut-être 2 invitations pour faire le tour un peu de tout ce que cet homme-là a à nous dire, qui est de toute évidence un érudit là, au niveau de la photographie, de l'histoire de la photographie, de l'histoire de l'art en général aussi. Excellent. Bien hâte. Je vais juste demander aux participants juste de muter vos micros pour le moment, puis on va démuter quand ça sera la discussion parce que des fois, il y a des bruits là, qui apparaissent et on ne sait pas de trop où que ça vient. Là, donc, merci beaucoup de votre participation extraordinaire. OK. Puis là, Daniel, tu voulais nous parler d'un livre cette semaine. C'est quoi ton livre? Oui, bien, je présente généralement 1 ou 2 livres en début d'émission. Hein? Et puis, mais je ne vous en parlerai pas. Je vais quand même vous le nommer, mais je ne vous en parlerai pas pour la simple et unique raison que c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël. J'imagine que j'ai été suffisamment sage pour avoir ça. Puis, sincèrement, j'avais envie de ce livre-là, j'avais déjà vu des trucs, mais je ne pensais pas je ne pensais pas retrouver autant de qualité au niveau de la démarche artistique. Donc, j'ai découvert quelqu'un que je connaissais un peu dans son œuvre, mais vraiment pas beaucoup, je réalise, avec ce livre-là, qui est Solstice. Peut-être que des gens le connaissent, peut-être que quelques-uns d'entre vous le possèdent déjà, de Bertrand Carrière. Donc, Bertrand Carrière, c'est un photographe montréalais qui est... Écoutez, je ne peux pas vous en dire, je n'ai pas envie de vous en dire beaucoup, pour la simple et unique raison que je n'ai pas terminé la lecture et le visionnement et l'analyse dans ma tête de tout ce que je découvre dans ce livre-là. Mais c'est un livre à posséder définitivement dans sa bibliothèque. C'est un des très, très, très bons livres que j'ai dans ma bibliothèque ici, qui commence à être quand même garni pas pire, même si on s'entend, pour ceux qui connaissent Robert Hébert, je suis encore très loin de ça. Mais donc, alors j'ai l'intention de vous en parler éventuellement. Et si on est un peu chanceux, bien peut-être qu'on aura un jour Bertrand Carrière comme invité là, en entrevue. C'est dans mes projets. Alors, si on ne l'a pas jamais, c'est parce qu'il a dit non. Ce sera de sa faute. Non, c'est pas vrai. Puis toi, Gaétan, de quoi tu vas nous jaser? Tu avais un petit sujet à nous parler? Ben oui, ben écoutez, moi,
Comment? Des nouvelles ou tu parles de ton sujet de la semaine? Là? Ben, on peut y aller avec le sujet du mois, plutôt. Oui, OK. Dis-moi, ouais. Donc, je te laisse partir de ton partage d'écran. Ouais. Donc, moi, pour l'épisode de ce soir, je voulais vous parler d'un photographe que j'aime particulièrement, le photographe Michael Kenna. Michael Kenna est un photographe anglais et qui est né en 1953 à Wilness, en Angleterre, qui est tout près de Liverpool. Et c'est un photographe qui se spécialise principalement dans la photographie de paysages et surtout du paysage minimaliste. Il vit maintenant aux États-Unis, dans la région de Seattle. Il est aux États-Unis depuis quand même un certain bon bout de temps. Là. Il est arrivé vers la fin des années 70 aux États-Unis. Et il a été, on pourrait dire, pris en charge par la photographe Ruth Bernard. Donc, tu peux peut-être switcher aux prochaines photos. Donc, Ruth Bernard, qui était une photographe américaine d'origine allemande. Elle est très connue pour ses nus, ses natures mortes. Et quand je dis que Michael Kenna a été comme pris sous son aile, c'est que Michael Kenna, c'est lui qui faisait ses tirages argentiques à Ruth Bernard. Donc, tu peux continuer à changer, François, si tu veux. Oui, tu peux me dire go, puis ça va. Ouais, pas trop. C'est contrôle vocal. Ouais. Ruth Bernard, elle avait vraiment une excellente technique en chambre noire et c'est elle qui a appris à Michael Kenna de faire des tirages là, vraiment de très haut calibre là, en chambre noire. Parce que Michael Kenna, oui, c'est un excellent photographe, mais la photographie, c'est, je pourrais dire, 50% de son travail, car le restant, l'autre 50%, c'est vraiment son travail en chambre noire qui fait en sorte qu'il se démarque là, autant. Donc, on peut peut-être y aller avec les prochaines. Où effectivement, c'est que Michael Kenna, évidemment, c'est un artiste, il fait beaucoup de photographies de paysages, mais malgré que ses photos se vendent bien, sa source de revenus est quand même la photographie commerciale. Donc, il est souvent engagé par les compagnies automobiles comme Jeep, Rolls-Royce, nommez-les, il les a toutes faites, Volvo, BMW. Donc, c'est grâce à ces photographies-là qu'il se fait évidemment son métier, c'est son gagne-pain. Mais on voit quand même sa signature là, même dans les photographies commerciales, là, pour ceux qui connaissent Michael Kenna, on voit bien le genre de photo pour lequel il est populaire. Donc, comme je disais, Michael Kenna, c'est un photographe qui fait surtout la photographie de paysage. Moi, je le connais depuis maintenant peut-être pas loin d'une dizaine d'années. J'ai eu la chance, justement, pendant qu'on est sur l'image du Mont-Saint-Michel, lors de mon premier voyage en Bretagne, au Mont-Saint-Michel, il y avait une exposition de Michael Kenna sur son projet, justement, par rapport au Mont-Saint-Michel. Et j'ai eu la chance de voir ses œuvres et vraiment de pouvoir voir de ses propres yeux des épreuves comme ça du photographe qu'on admire. C'est vraiment génial. Et c'est ce que j'aime de Michael Kenna, c'est que ce que moi j'ai repris, c'est qu'il print très petit. Donc, tous ces tirages en chambre noire, en général, ces images font 8 à 10 pouces de large seulement. La raison étant que Michael Kenna veut que les gens s'approchent de ses œuvres pour les observer et de littéralement rentrer dans l'image. Donc, il y a une espèce d'effet d'intimité qui se produit là, avec ces photographies. Car Michael Kenna, il n'y a jamais personne sur ses images. On ne verrait jamais un être vivant dans ses photographies. Donc, ça nous permet ça laisse place à interprétation et à imagination.
Donc, voilà, je trouve ça vraiment très intéressant là, de son travail. Dans ses photographies de paysage, il fait beaucoup de photographies d'arbres. Il adore les arbres, il leur parle. Ce qu'il aime aussi, c'est que les arbres, en retour, une fois qu'ils se sont fait photographier, mais ils ne demandent pas pour des tirages en retour. Donc, c'est pas compliqué. Non, parce Donc, que l'arbre finit en feuille de papier pour imprimer la photo. ouais, c'est ça. Exactement. Évidemment, Michael Kenna, c'est un mec qui se promène beaucoup. Donc, les premières photos qu'on a vues, c'était au Mont-Saint-Michel. L'arbre rabougri, c'était au Japon. Ici, on est en Italie. Donc, c'est une personne qui se promène énormément. Ouais. Et bref, c'est ce qui fait sa renommée, vraiment, les photos de paysage. Et d'ailleurs, ça, je connais cet endroit-là, c'est Wanchang, c'est en Chine. J'ai escaladé puis j'ai photographié le même arbre. Je l'ai mis juste pour toi, je savais que ça allait te toucher. Oui. Et ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que ça fait 2 ans de ça environ. Michael Kenna a toujours fait de la photographie de paysage et il y a environ 2 ans, il est arrivé avec des nus artistiques de son projet qui s'appelle RAFU. C'est un projet qu'il a réalisé lors de ses voyages au Japon, vu qu'il y allait souvent. Et écoute, moi, personnellement, j'aime beaucoup la photographie paysage, j'aime beaucoup la photographie nue aussi. Et même pour ces nus artistiques, il ne m'a vraiment pas déçu parce que c'est vraiment... c'est du grand Michael Kenna dans le sens que il y a beaucoup d'espace, justement, comme sur cette photo-là, il y a beaucoup d'espace négatif. C'est minimaliste. Donc, vraiment, c'est à la hauteur de ce qu'il nous a toujours donné comme photographie, là. Donc, c'était un bref aperçu de Michael Kenna. Son corpus est énorme. Si vous allez sur son site web, vous allez juste taper sur Google Michael Kenna, vous allez le trouver immédiatement. Vous allez voir qu'il y en a des centaines de pages de photographies qu'il présente. Et évidemment, c'est un personnage qui fait beaucoup de livres. Je crois qu'il a au-delà de 35 livres photos à date de publier. Donc, c'est quelqu'un qui produit énormément. Donc, tu as un peu d'informations sur le genre de caméra qu'il utilise? Au début de sa carrière, il était très... il se promenait d'un bord et de l'autre. Il pouvait autant faire du 35 mm du moyen format que du 4x5. Mais aujourd'hui, il shoot uniquement au Hasselblad. Donc, c'est du 6.6 en moyen format. C'est ce qu'il fait uniquement. Il n'a absolument aucun intérêt pour la photographie argentique. Il trouve que ça l'a... Dans ses mots, il trouve que ça l'a pas d'âme, mais bon, après ça, c'est discutable pour chaque personne. La photographie argentique ou numérique? Le numérique, il ne touche pas au numérique. OK, tu as dit argentique. Du tout, il ne veut rien savoir. Ouais. Donc, il fait que de l'argentique. Il avait même déjà dit que si un jour le film devait disparaître complètement, mais il arrêterait de faire de la photographie, tout simplement. Mais c'est un artiste que je ne connaissais pas vraiment. Je suis content que tu aies partagé ça. Écoute, quand tu vas sur son site Internet, t'es fait. Tu vas être dessus pendant des heures et des heures et des heures. Ben. On comprend aisément ton intérêt pour Michael Kenna, Gaétan, compte tenu de ta photographie, de ce que je connais de ta photographie. Ouais. On voit les corrélations, puis on voit les rapprochements là, que tu peux sentir. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, justement, dans une photo de Michael Kenna, dans ses photographes, mettons, préférés, on parle de Bill Brandt, on parle de... pas Douaneau, mais comment il s'appelle? Giacomelli, Sudek, il aimait beaucoup aussi. Puis c'est ce qu'il disait dans une de ses entrevues vidéo, c'est correct de s'inspirer des photographes qu'on admire, tu sais. Bon, pas au point de les copier, là, le même frame, la même angle, et ainsi de suite, mais c'est bon de s'inspirer. Puis je l'ai pris à la lettre parce que, comme tu sais, tu as vu dans certaines de mes photographies, surtout au niveau des photographies de la Bretagne,
Il y a des photos qui ça a un bon penchant Michael Kenna dedans, disons. Ouais. Puis je m'en cache pas. C'était super intéressant. Les influences sont très naturelles. Puis, en préparant un peu les jeudis de la photographie aujourd'hui, j'ai eu une espèce de petit fantasme parce que j'ai pensé à certaines images que j'ai réalisées, que François a réalisées aussi. Puis, je me disais, j'aurais pu inclure certaines de ces photographies-là dans le portfolio de photographes que je présente pour dire complètement à la fin de la présentation que non, c'est pas lui qui les a fait. C'est moi, c'est lui, c'est un tel, c'est Guy Lafontaine qui a réalisé ça. Puis j'aurais pu faire ça, puis sauf les gens qui vraiment connaissaient bien ces photographes-là auraient dit non, c'est du plagiat. Donc, j'aurais vraiment dit en dernier, regardez, l'auteur réel de cette photographie-là, c'est pas cette personne-là. Mais on aurait pu jouer à ça parce que c'est clair qu'il y a une inter-influence. Et elle est tout à fait naturelle et saine. Clairement. D'ailleurs, ceux parmi vous qui sont amis avec moi sur Facebook, l'image de mon en-tête actuellement sur Facebook, qui est la baie du Mont-Saint-Michel en marée basse, ça, tu peux pas avoir plus influence Michael Kenna que ça. Là, je t'ai montré ma photo du mont Wanchuang. Wanchuang, ouais. Le même arbre, le même angle quasiment. Excellent. Pour ça, quand je l'ai vu après-midi, je l'ai fait « Hey, il a mis ma photo. » Ah non, OK, c'est pas moi. Toi, Daniel, tu veux nous parler d'un photographe aussi ou c'est à moi de parler? Là? Ben, c'est à toi, François, parce que toi, tu as à nous parler pas tant de technique, mais davantage une partie du travail que tu fais sur beaucoup à partir de vieilles images là, qui sont des tintypes. Oui, exactement. En ce moment, je travaille à Ville de Sutton avec la Société d'histoire de Sutton. Puis je suis en train de faire le ménage dans leur database, puis toutes leurs photos. Puis tout ça. Est-ce que vous me voyez ou on te voit très bien. OK, non, c'est parce que des fois, moi, mon logiciel, il ne montre pas vraiment ce que je suis supposé de voir, mais en tout cas. Fait que je travaille sur la base de données des photos de la ville de Sutton. C'est super intéressant. Je suis en train de les numériser. Je fais un travail de numérisation. À date, j'en ai numérisé à peu près 15 000 photos dans la base de données. Puis il faut que je donne aussi des métadatas, dire à peu près toutes les informations que j'ai sur la photo. T'sais. Si c'est un négatif, c'est un albumine, c'est un ferrotype, c'est une photo papier. Puis tous les détails aussi que je peux voir dans la photo, n'importe quoi qui peut éventuellement être intéressant dans une recherche de photos dans la base de données. T'sais. Si je vois le nom du magasin, tout ça est noté là, dans les métadatas de la photo. Fait que c'est beaucoup de travail que je suis en train de faire. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai fouillé dans les photos dans les voûtes de la ville de Sutton avec la madame de la société, à chaque fois, la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'à chaque semaine, j'allais la voir, puis elle me donnait une boîte, puis je partais avec la boîte, puis j'arrivais chez nous, puis là, je fouillais dans la boîte, puis là, je trouvais... Je ne sais pas, Gaëtan, tu en as vu des affaires que j'ai trouvées, là, des photos, des cartes de visite, des trucs là, complètement hallucinants. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un lot de photos de ferrotypes, qu'on appelle comme ça. J'en voyais une, elle est vraiment cute, là, avec les bonhommes dessus. Là. Je suis tombé sur un paquet de photos comme ça, à une trentaine de photos de ferrotypes comme ça, qui étaient d'assez bonne qualité. Puis, j'ai passé des heures à les regarder, puis tout ça, puis ils étaient quand même bien conservés. Puis là, en fouillant, puis en découvrant les ferrotypes, j'ai découvert un truc intéressant, puis je vais vous montrer, c'est que sur le dos d'un des ferrotypes, il y avait ceci de collé dessus, qui est le nom du photographe, en fait, hein, qui, vous voyez, c'est International Photo Room à Abercorn, PQ. Fait qu'Abercorn, ceux qui connaissent la région des Cantons de l'Est, c'est un petit village à côté de Sutton. Puis on voit le nom Edwin Barber Artist. Moi, j'aime ça, Artist. Là, déjà,
j'ai allumé avec le gars. Là, on avait un point en commun, là, lui et moi. T'sais. Puis là, j'ai fait des petites recherches sur ce monsieur Barber-là. Puis ce que j'ai découvert dans les archives historiques, c'est que est-ce que ça va? Tout le monde voit? Ouais. Oui, c'est bien. OK, reprendre le partage. OK. Ce que j'ai découvert de ce monsieur Barber-là, c'est que lui, il avait le moulin à bois à Abercorn. C'était le propriétaire du moulin à bois, puis il a décidé de partir un studio de photos. Puis il a parti son studio de photos en 1861. Fait que c'est quand même assez tôt dans l'histoire de la photographie, là, 1861, à partir d'un studio de photos. Puis ce que j'ai découvert, c'est qu'il a juste gardé son studio de photo pendant 1 an. Parce qu'après 1 an, il a vendu son studio à un monsieur Brown qui venait pas loin de Cowansville. J'ai fait des recherches sur ce monsieur Brown-là. Je n'ai pas trouvé. Il s'appelait A.V. Brown. Je n'ai rien trouvé à propos de lui, sauf dans les années. Une dizaine d'années plus tard, il y a un A.V. Brown qui est photographe au Massachusetts. Ce qui fait beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup de Québécois ou c'était pas des Québécois dans le temps, là, mais des gens de la province du Québec là, qui s'en allaient au Massachusetts. Fait que probablement que c'est le même A.V. Brown qui faisait des photos au Massachusetts. Mais c'est des photos cartes postales qu'il faisait. T'sais. Mais toujours est-il, on va revenir à notre monsieur Edwin Barber, que lui, il a pris ses photos, donc, d'après mes recherches, en 1861. Parce que toutes ces photos-là étaient dans la même boîte avec cette carte-là que j'ai trouvée. Puis les 30 autres photos étaient dans la même boîte. Puis je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez, c'est magnifique. Là. Je ne sais pas si vous voyez ça, là, mais. Puis ce que je trouve en regardant, en comparant la plupart des ferrotypes, la plupart, je vous dis, sont pas mal toutes pareilles. Je veux dire, ils ont toutes le même. Vous dirait qu'ils sont tous développés à la même place. Là, c'est comme. Ils ont toutes la même teinte, ils ont toutes. C'est le même décor. Là, le même décor, le même look. Yeah, ça, c'est fantastique. Fait que j'ai trouvé une trentaine de ferrotypes comme ça que moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Là. Il y en a qui sont un peu plus abîmés que d'autres. Il y en a qui sont vraiment abîmés. Il y en a qui sont vraiment en bonne condition. Fait que ça a été un petit peu ma découverte. Moi, je capotais bien raide là, quand je regardais ces photos-là. Je sais qu'on a parmi nous, on a René Bolduc est là, hein, je pense. Oui. Puis lui, peut-être que s'il démute son micro, René, il pourrait peut-être nous expliquer. Es-tu là, René? Oui, je suis là. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Un petit peu, là, je vais mettre. Beau travail, en effet. Oui, hein, c'est bien fait. Hein? Franchement. Peux-tu nous expliquer un petit peu la technique rapidement de ça? Parce que René, juste en passant, il fait du collodion humide. J'ai fait une vidéo avec lui qui est sur mon YouTube. Si vous allez sur mon canal YouTube, vous allez pouvoir voir René en action. Peux-tu nous expliquer un petit peu la technique derrière ça pendant qu'on regarde ces magnifiques photos? Ben là, en fin de compte, d'après ce que je peux voir, c'est quoi la grosseur de ces images-là? Ça doit être des quarter plates, ça? Comme genre 2,5 pouces par 3 et 3/4. Oui, exactement. Là, je ne sais pas si tu me vois. Là, je ne sais pas si tu vois l'image, là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un quarter plate parce qu'il y avait des half plates, il y avait des full plates, il y avait des quarter plates. La full plate, c'était 6,5 par 8,5, je crois. Puis tout le restant, les autres plates qui étaient plus petites étaient divisées de ce format-là. Mm-hmm. Puis non, c'est très beau. On voit qu'il y a un skylight, là. On voit que la lumière vient d'en haut. Il devait avoir un studio avec un skylight, là. Puis non, c'est très bien fait. On voit ici, regarde, tu vois la photo des deux bonhommes qui se battent, là, puis tu vois le reflet dans la bouteille, là. Ah non, c'est... ça, tu vois que la lumière vient d'en haut, là-dessus. Oui, la lumière vient d'en haut. Il devait avoir un skylight, là. Puis c'était à contrôler la lumière dans ce temps-là. C'est pour ça que ces images-là sont tellement belles, sont tellement douces. Il y avait des skylights, puis même qu'il y avait des rideaux pour contrôler vraiment quand c'était trop lumineux. Généralement, pas généralement, tout le temps. Ces skylights-là, quand ils faisaient des studios, c'était toujours orienté vers le nord pour avoir une lumière ambiante, premièrement, pas avoir de rayons de soleil direct. Puis ils étaient capables de contrôler avec des vannes la lumière.
Puis, dépendamment du format du studio, souvent, il y avait il était capable de prendre des familles au complet, là, avoir une super de belle lumière que tu vois qui vient d'en haut. Comment on pourrait dire ça? La personne, en tout cas, la lumière arrive de face, puis c'est toujours bien smooth. Ouais. Les temps d'exposition, à cette époque-là, en tout cas, ils font exactement la même affaire que je fais. Je fais la même chose, moi, présentement, là, avec ça, c'est des tintypes. Je dirais, temps d'exposition, dépendamment de la lumière, puis du temps de la journée, puis surtout de la saison, là, ça peut varier de 2 secondes, aller jusqu'à 10-15 secondes, des fois, ça dépend. Là. On utilisait sûrement pour faire des portraits proches comme ça, avec il va avoir un headrest. Ouais. Puis derrière pour retenir. Aussi sur les joues, il coloriait après un petit peu de rose, là, donnait un Oui. peu de vie là, sur la face du bonhomme. Ouais, Ça, c'était commun. C'est une façon de faire qui est venue vraiment par après, initialement, dans le travail qui était fait. C'était pas vraiment cette approche-là, mais l'approche commerciale de l'époque a fait en sorte que les gens sont mis à colorer les images. Même si l'image, déjà, au départ, avait beaucoup de couleurs là, par le matériel. Là. Ouais. D'ailleurs, François, si tu reviens, je ne sais pas si tu peux revenir facilement à tes premières photos que tu as montrées tantôt. Là. Non, On parlait justement tantôt des headrests. On les voit, on voit le support. Revient encore un peu. Une des premières, la deuxième ou la troisième, François. Là. Puis c'est intéressant de regarder. Juste là. Juste avant, François. Oui, check derrière le gars à gauche. Oui, en bas ici. Puis c'est intéressant de le voir sur cette image-là parce que il y a aussi il y a des fausses croyances en lien avec ça. Parce qu'à l'époque, on s'entend pour dire que oui, le temps d'exposition était quand même assez court, mais jusqu'à quel point était-il si court? On ne parlait pas de 3 minutes d'exposition, là. Non. Mais on parlait quand même de plusieurs secondes. Alors, parfois, ce qui est difficile sur une quinzaine de secondes d'exposition, c'est de ne pas cligner des yeux. On se retrouvait avec des gens qui ne bougeaient pas parce qu'ils avaient un support derrière, ce qu'on voyait sur la photographie que tu nous as montrée. Et puis, les gens quand même clignaient des yeux. Alors, on avait l'impression qu'ils avaient les yeux fermés ou que c'était voilé, cet aspect-là, et qu'ils étaient supportés debout par une espèce de patère derrière. Et de là est partie l'idée que c'était les photos post-mortem, donc les gens étaient décédés, puis qu'on les accrochait sur un support comme ça pour les photographier, ce qui est complètement faux. Oui, mais il y en a eu beaucoup de post-mortem qui ont été faits. Il y a eu une vague de ça. Ben d'ailleurs, j'ai eu un paquet de photos qui ne sont pas là-dedans. Ce n'est pas des ferrotypes, là, mais c'est des photos plus format carte postale. Puis j'en ai une dizaine, c'est des post-mortem, des bébés morts, puis du monde mort. Là, puis, oui. Hey, François, reviens à l'autre avant. Ça, là. L'autre avant. Oui. Celui-là, on voit la mère qui tient son enfant derrière, dans le rideau. Ouais. Tu vois bouge vraiment pas, la personne. Bouge pas! C'est ça, exactement. C'est ce qu'il faisait. C'est que justement, c'est pour ça qu'ils mettaient des rideaux derrière. Souvent, c'est que tu avais la mère ou le père qui tenait le bébé pour pas qu'il bouge pendant la pause. Ouais. Ça, il y en a qui sont un peu plus maganés que d'autres, là, mais toujours est-il que moi, je suis en train de penser là, à. Je vais rencontrer des gens pour essayer de. Premièrement, de trouver du financement pour conserver ces photos-là. Pour pour les conserver, pour les mettre dans un état où on peut les garder en conservation. Puis aussi essayer de faire peut-être une exposition quelque part. Là, ça pourrait être intéressant, ça, pour. Ouais, la photographie, excuse, ouais. la photographie du recul de 2, s'il te plaît. Celle-là? Ça, c'est-tu un ferrotype? Oui. OK. Parce qu'elle n'est nettement pas la même couleur que les autres. Oui, il y en a que, je sais, elle était comme ça, je ne comprends pas. Fait que celle-là, peut-être qu'elle venait de quelque part de différent. Ou, le gars. Est-ce que tu sais s'il y avait un vernis dessus? Je ne m'en rappelle pas, non. OK. Ça, ces photos-là sont toutes de retour dans des boîtes, là, dans la voûte. La voûte spécialisée, là. Ils ont comme une voûte contrôlée là, à l'air. L'humidité, oui, c'est ça.
Mais, François, dans le cadre de ton travail, est-ce que tu fais seulement que des scans ou des photos des œuvres? Ou, mettons, ceux qui sont plus maganés, tu fais un peu de retouche dessus, comme... non, j'ose pas faire de retouche, moi, là-dessus. Là. OK. Non, mais ils m'ont demandé à un moment donné, tu peux-tu... Puis j'ai dit non. Ça m'intéresse pas. Je pense que ça prendrait l'intervention de quelqu'un qui vraiment se connaît en restauration photo. Là. Ben, en fait, ce que je pensais, c'était peut-être au gouvernement du Canada, là, ils ont un département là, de conservation de photos, là, puis peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir une subvention de ce côté-là, puis d'aller faire ça là, parce que je pense que c'est comme c'est du patrimoine important de photographie. C'est des super belles photos, je trouve, sont vraiment belles. Puis, en tout cas, fait que c'était ça que je voulais vous montrer cette semaine. C'est quand même la fun. Merci. J'ai un autre paquet. Écoute, je suis tombé sur des photos des cartes postales, là, des formats cartes postales, là, plein d'albumines. Il y en avait un méchant paquet. Puis aussi, c'est vraiment intéressant. Je suis tombé à un moment donné sur une boîte, j'ai scanné, il devait y avoir à peu près 2000 photos là-dedans. C'était presque toutes des 4x5 d'un photographe. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur YouTube d'un photographe à Sutton qu'on ne connaît pas le nom. On ne sait pas qui. On a juste la boîte de photos, puis c'est toutes des photos de mariage de l'époque, tu sais. De mariage, puis un peu de la vie de Sutton, puis tout ça, tu sais. Fait que... Faudrait quasiment que tu retrouves, mettons, si tu sais vers quelle année ça a été fait, faudrait quasiment trouver des publicités dans les journaux locaux. On a une idée c'est qui, mais on n'est pas sûr, tu sais. On a une idée c'est qui le bonhomme, puis tout ça, mais... j'ai fait des recherches, on ne sait pas vraiment c'est qui. Là, ça donne du mystère, c'est intéressant. L'histoire est confuse. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça, c'était ça ma petite histoire de la semaine. Excellent, c'est le fun, ça. Ouais, c'est cool. Des machines à remonter dans le temps. Ah, moi, là, écoute, quand je regarde ces photos-là, je voyage dans le temps, tu sais, puis tu fais juste imaginer l'histoire derrière, tu sais, les drames, là. Il y a une couple de semaines, j'en avais posté une format carte postale, là. Certains l'ont vu, c'était comme deux filles ensemble, là. Écoute, ça avait l'air d'une photo quasiment de... C'était incroyable le look que les personnes avaient dans cette photo-là, là, tu sais. Tu peux juste imaginer l'histoire derrière, puis tout, là, c'est assez incroyable. Moi, personnellement, ça m'émeut, moi, ce genre de truc-là. Quand je regarde ça, ces vieilles photos-là, là, ça me... c'est spécial, c'est spécial. Je suis un gars sensible, tu sais, je suis un gars avec des émotions. Là, principalement aussi à un moment où la photographie s'est tellement démocratisée, c'est tellement facile de faire une photographie aujourd'hui au niveau technologique. Quand on pense à cette époque-là, ces images-là ont traversé le temps, puis on est en droit aussi de se questionner sur ce que vont devenir toutes les images qu'on produit aujourd'hui. Mais ça, ce serait un autre débat. C'est peut-être un sujet qu'on pourrait discuter. Mais moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est que, tu sais, on parle de 1861 dans un village assez reculé du Québec, tu sais. Ben, assez reculé, mais pas tant que ça, parce que Abercorn, juste pour vous raconter, à une certaine époque, c'était plus gros que Sutton. Tu sais. C'est un village, un endroit qui était plus gros que Sutton parce que le train arrivait de Boston, puis arrivait à Abercorn. Fait que c'était un endroit où, à une certaine époque, il y avait 4 hôtels. Tu sais, c'était plus gros que la ville de Sutton. Sutton s'est développé plus tard. Puis principalement dans les années 60, là, avec l'arrivée du mont Sutton puis de la montagne. Là. Mais il y a une époque où le village d'Abercorn était plus gros. Mais moi, je fais juste imaginer dans le temps que ce monsieur-là, le monsieur Edward, là, il a pogné, tu sais, comme vous, là, comme toutes nous autres, là, mais il a pogné un trip de faire de la photo, puis c'était son hobby. Mais là, dans le temps, tu sais, il fallait que tu fasses venir les produits, puis les plaques, puis les affaires, là, tu sais, ça arrivait par à dos de cheval, là, cette affaire-là, tu sais. Ça arrivait par le train, justement. Ça arrivait par le train, puis probablement qu'ils ne commandaient pas ça de Montréal, probablement qu'ils commandaient New York. de Boston ou de New York ou des affaires de même. Ouais, c'est sûrement New York.
D'ailleurs, il faisait bien plus d'affaires et de business dans le temps que les États-Unis qu'avec le reste du Québec. Là. Fait que non, c'est intéressant historiquement là, de voir ça. Daniel, Oui. as-tu quelque chose pour enchaîner? Ben oui, mais beaucoup plus récent comme tel, parce qu'on avait parlé de la possibilité, on s'était dit, bon, on va amener un peu, présenter un peu des photographes qu'on apprécie beaucoup, puis qui sont peut-être, dans notre cas, là, c'était de renommée internationale. Bon, c'est ce que Gaétan a fait. Je vais dans cette direction-là. François a dit, bon, on va couper la routine parce qu'à un moment donné, le monde va être tanné. Fait que, mais ta présentation était tellement intéressante, François, que tu m'as intimidé. C'est génial. Moi, je voulais vous parler de Raymond Depardon, qui est un photographe français, et puis dont j'ai suivi beaucoup la carrière depuis longtemps. Et je ne peux pas vous présenter l'ensemble de l'œuvre de Raymond Depardon, qui est assez complexe, qui est très particulière aussi, et qui est très, très, très diversifiée. Ce que j'ai aimé énormément de Depardon, initialement, c'était l'approche avec laquelle il faisait sa photographie, c'était tout le concept intérieur derrière sa photographie, et ça me séduit. C'est quelque chose qui me séduit depuis déjà maintenant plusieurs décennies, malgré mon jeune âge. Alors, je vais juste vous dire que François m'a enseigné tout à l'heure comment je partage mon écran et comment je fais les choses. Alors, s'il y a des ratés, c'est parce qu'il ne me l'a pas bien montré. Ah ben là, on va mettre ça sur ton âge. Oui. Merci beaucoup, François. Oui, fait que tu fais... Ah, bon, tu as bien commencé. Fait que là, c'est parti, mais là, je ne suis pas encore en mode plein écran, je pense, François, si je me trompe pas. Faut que tu te mets en mode plein écran. Fait que si tu s'en vas dans ton menu, tu devrais l'avoir en haut. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oui, attends un peu. Ton menu de ton logiciel, là. Ben, moi, je le vois plein d'écran, en tout cas. Non, mais va... Non. Là, tu l'avais dans ton menu. Tu étais menu en haut. Tu avais de quoi à un moment donné? Là? Dans le fichier? Oui, plus à ta droite. Là. Droite. Non, un peu, là. Tu n'es pas dedans, là. Bon, Gaétan, as-tu une joke à compter là, pendant ce temps? Je pense que tout le monde comprend que le technicien là, des trois, c'est pas moi, c'est François. On le voit bien de toute façon, là. Daniel, on voit bien l'image. Clique sur l'image de Pardon. Moi, en tout cas, c'est quand même assez gros. Là. Ça fonctionnait quand même tout à l'heure. Ben, écoutez, je vais vous les présenter de cette façon-là, je pense. Oh, ouais. Hein? Oh, ouais. Ça va sûrement être la meilleure façon, puis ça va rester dans nos... dans nos annales un peu. Mais quelques textes quand même, parce que je suis parti du livre Traversée de Raymond Depardon, qui est dans les faits, je l'ai présenté il y a plusieurs semaines, qui, dans les faits, est davantage un catalogue d'exposition, un superbe livre avec une très, très belle facture. Et puis, je suis allé chercher certains textes dans ça qui viennent vraiment bien démontrer un peu la vision que Depardon peut avoir de la photographie. Hein. Raymond Depardon, c'est quelqu'un qui a touché à énormément d'aspects de la photographie. Ça a été un photoreporter au départ et il explique dans ses écrits, parce que c'est un photographe, mais c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup aussi, qu'il y a de nombreuses photographies qu'il a réalisées à une époque où il était salarié, donc il n'a pas il n'a pas de droits légaux sur ces images-là. C'est une toute autre époque. C'est expliquer pourquoi certaines agences de presse, comme Magnum un jour, ont existé. Pourquoi Gamma a existé? Parce que Raymond Depardon, c'est aussi le grand fondateur de l'agence Gamma. Alors, un peu de texte comme ça qui nous explique un peu de quelle façon Depardon a commencé, comment il voyait les choses, tout ce qui a pu toucher en termes de photographie, parce que souvent les photographes sont dédiés à une certaine approche, un certain type de photographie, l'utilisation d'une certaine caméra, d'une certaine technologie, alors que dans son cas, Raymond Depardon va toucher à un peu tout en fonction du besoin qu'il a, en fonction de ce qu'il croit qui doit être fait. Oui, c'est clair que pour lui, le format le plus
facile aura toujours été le 24-36, le fameux 35 mm avec lequel il a énormément travaillé compte tenu du reportage, mais il va avoir travaillé avec à peu près tous les formats, avec à peu près toutes les technologies également, mais toujours dans le même esprit, c'est d'être capable d'exprimer quelque chose qui va bien au-delà de l'image qu'il est en train de nous montrer. Et on a affaire à un photographe très particulier qui a grandi en France, en milieu rural, sur une ferme, qui l'a un jour pu photographier comme ça. Puis j'ai choisi cette photographie-là parce qu'il en parle par après, parce qu'on a souvent un regard sur la photographie qu'on a fait, sur des images qu'on a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pour les gens qui photographient depuis longtemps, je ne crois pas que ce soit nouveau que je vous dise que parfois, de revoir des images qu'on a fait il y a 10, 15, 20 ans, on jette un regard différent dessus, puis l'image devient intéressante, alors qu'initialement, on l'avait rejeté. Et parfois, bien sûr, c'est le contraire. Dans ce cas-là, c'est un portrait de sa mère qu'il a fait à la ferme du Garret dans les derniers temps de vie de sa mère. Et il raconte dans un de ses livres qui avait chicané sa mère parce qu'elle avait bougé. C'était une très longue exposition à ce moment-là. On s'entend pour dire qu'on travaille en argentique. Dans le cas de Depardon. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce que Depardon a pu faire en termes de travail numérique dans les dernières années, mais il n'était pas très, très intéressé, il disait, du numérique. On s'y fait quand même malgré tout. Ceci dit, ce n'est pas une opinion que je partage à 100%, mais quand même, on peut comprendre pour l'intérêt de l'argentique, surtout à cette époque-là. Donc, cette femme-là avait bougé et tout ça, puis elle a fini par comprendre par après que il y avait quelque chose dans le mouvement, dans le départ, dans le côté flou de cette image-là, qui était peut-être un peu représentatif aussi de quelqu'un qui quittait le monde tranquillement, parce qu'environ moins d'un an après la photographie, sa mère est décédée. Donc, photographie de la ferme du Garret. Est-ce que vous voyez bien les images, tout le monde? Absolument. Super. Ouais, photographie de la ferme du Garret qu'il a fait. Depardon, c'est quelqu'un qui a tendance à photographier parfois des temps morts, des images qu'on ne fera peut-être pas généralement. C'est une image il ne regardera pas tant le sujet et l'intérêt principal, mais il va regarder réellement tout ce qu'il y a autour, puis tout ce que c'est en train de nous dire qu'on ne retrouve pas sur l'image. Et au travers tout ce travail-là, au travers tout le travail que Depardon a pu faire, parce qu'on est parti de la ferme du Garret, il y a tout un travail de reportage. On va voir quelques photographies de reportage qu'il a fait aussi. Derrière tout ça, il y a une quête de Depardon, qui est la quête d'une photographie beaucoup plus pure. Depardon va souvent dire que le pire, ça va avoir été au-delà d'avoir photographié certaines choses, au-delà d'avoir été photographe-reporter, réussir à devenir autre chose, à devenir réellement un photographe, sans avoir d'assignation comme telle. Pour lui, travailler sur une assignation, avoir un but précis, c'était beaucoup plus simple parce qu'il était là pour faire certaines photographies. À partir du moment où l'assignation n'est pas là, à partir du moment où le sujet n'est pas là, puis on lui dit, voici ton appareil photographique, on te débarque dans une rue, on te demande de photographier, c'est là que les choses deviennent beaucoup plus particulières pour lui. Et c'est là qu'il se dit, ben c'est maintenant que je deviens peut-être photographe ou que je vais essayer d'être photographe. Et avec toute la frustration qui vient, parce qu'il nous disait, avec les fractions de seconde de réalité qu'on peut enregistrer, peut-être que dans une journée de travail intense photographique, on aura enregistré seulement 2 minutes de ce temps-là. Il va dire la même chose aussi au niveau de l'utilisation des différents angles d'objectifs qu'il va prendre. Il va parler du très grand angulaire, puis il va dire que c'est épouvantable parce que c'est toujours trop petit quand tu as photographié le désert. Il remet constamment en question sa vision des choses et les impacts que ça a. Il va photographier, il va, dans le cas de cette image-là qu'on voit actuellement, faite à New York, puis c'était tout un projet qu'il y avait, puis ça a fait l'objet d'un livre qui s'appelle « Correspondance new-yorkaise ». Si vous avez la chance de mettre la main dessus,
en usager, bien sûr, ou sinon, je vous le dis toujours à la BAMQ, c'est un livre exceptionnel qui, moi, a marqué énormément ma façon de voir la photographie parce que dans ça, Depardon était livré à lui-même. C'est une des premières fois qu'il était livré à lui-même. On lui a dit, tu débarques 30 jours à New York, tu nous envoies une photographie par jour. Initialement, il était couplé à des photographes là-bas, qui étaient des photographes de presse. Puis on lui a rapidement dit, ça a pris quelques jours, le syndicat a décidé que tu ne faisais pas partie de la gang, alors t'es out, débrouille-toi tout seul. Il a fallu qu'il sorte. Et c'est là que sa photographie a commencé dans les faits. C'est là qu'il a commencé à se réapproprier davantage qui pouvait être comme photographe totalement libre. Et on se retrouve avec ces quelques images-là qu'il a fait à l'époque, qui font partie de correspondances new-yorkaises. Ce n'est pas le cas de cette image-là qu'on voit, bien sûr. On rentre un peu dans l'aspect très reportage du travail de Raymond Depardon, où Depardon a fait le tour du monde, il a photographié le Rwanda, il a photographié en Angola, il a photographié en Éthiopie, il a pris des chances, il a photographié la misère, il a photographié la guerre, et il a photographié Beyrouth. Pour les plus vieux d'entre nous, Beyrouth, on se rappelle que ça a été des conflits sanglants, incroyables. Cette image-là qu'on voit présentement à l'écran est probablement la photographie la plus connue de Raymond Depardon. Une photographie pour laquelle il a quand même pris un risque, là, parce qu'il était comme peut-être pas très bien placé. C'est sûr que si la balle ne touchait pas le type qu'on voit sur l'image, bien, ça se pouvait que ça le touche. Bien sûr, ce n'est pas arrivé. Excusez-moi. Et il revient sur les lieux de ces images. Il repense à tout ce qu'il a fait constamment. Et c'est ce qui est intéressant. Vous voyez, l'image précédente est bien sûr une image qui a été faite avec un appareil de petit format, Depardon. Avant que François me pose la question, parce que François pose toujours la question, oui, mais avec quel appareil photo que les gens l'ont fait? Puis moi aussi, je me questionne, mais je ne pose pas la question, je laisse le faire. J'ai ma réponse pareille. Depardon a toujours travaillé avec un Leica, toute sa vie, en reportage. Et pourtant, il revient des années plus tard, environ presque 20 ans plus tard à Beyrouth, et il photographie cette ville-là avec les vestiges de tout ça, mais cette fois-ci, il a le temps, il n'a pas besoin de travailler très rapidement, il n'est pas là en reportage, il est là pour photographier ce qu'il veut, il est libre, il fait ses propres photographies et il choisit de travailler avec une chambre 8x10. Donc, et de travailler essentiellement sur de la pellicule 8x10 couleur. À une époque, on avait encore les moyens de le faire, j'imagine. J'ai regardé les prix dernièrement, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est un travail d'exception. Imaginez, je vois René Bolduc là, qui regarde ça à l'écran et qui se dit « Ah, moi aussi, j'aurais aimé. » J'aurais aimé. Donc, et là, c'est une autre approche que Raymond Depardon prend et il s'en va refotographier des lieux qu'il a vus, mais en toute quiétude, en toute tranquillité, sans avoir peur de tous les conflits qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Cette quête-là fait en sorte que Depardon aura toujours été à la recherche pendant l'ensemble de ce que je connais de son travail, d'une photographie qui lui était beaucoup plus personnelle, de quelque chose, d'une image qui s'en venait nous suggérer quelque chose qui va bien au-delà juste de la scène, juste bien au-delà de simplement le combattant qui se prépare à débarquer dans une rue. Il y a autre chose qui est en train de nous dire qui est beaucoup plus large au niveau humain, que je considère. J'ai mêlé mon affaire, c'était la dernière image de Depardon que je voulais vous amener, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a certaines images qui sont assez lourdes. Cette image-là est issue de correspondance new-yorkaise. Puis je voulais l'amener un peu parce qu'au travers tout le travail de Depardon, qui est un travail très sérieux, qui est un travail de fond, qui est un travail qui peut sembler très
grave au sens, quand je vous dis grave, c'est au sens littéraire du terme. Il y a un humour parfois qu'on retrouve dans certaines images. Puis cette photographie-là qu'il a fait à New York, j'admets que moi, comme photographe de rue, j'ai toujours été un peu jaloux de cette image-là. Parfois, j'ai visité New York à quelques reprises, puis j'espérais rencontrer, je pense, ce monsieur-là, tout comme Depardon, puis un jour le rencontrer. Ce qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. On parlait de livres tantôt. Je vous ai dit que Depardon écrivait aussi beaucoup sur la photographie, sur la façon dont il travaillait. Il y a ce petit livre-là qui est vraiment intéressant parce qu'il comporte comme 2 livres en un, qui sont La solitude heureuse du voyageur et précédé de Notes, Notes qui était un autre livre qui avait été fait. Et c'est très intéressant. Puis ça fait une suite un peu avec les correspondances new-yorkaises parce qu'il y a un moment où quand Depardon photographie, il a les 2 pieds à Beyrouth, il a les 2 pieds au Liban, mais sa tête est ailleurs, son esprit est ailleurs, il pense à autre chose. Et c'est ces 2 aspects-là qui vient mettre en corrélation dans ces notes-là, ce qui est réellement des plus intéressants. Et bien sûr, je vous l'avais déjà présenté, Traversée de Raymond Depardon, un livre beaucoup plus important qui a fait l'objet d'une exposition à Paris et qui est un des très beaux livres, comme je vous le disais en début. Alors voilà pour la présentation de Raymond Depardon que je voulais vous faire un peu. Je veux juste préciser que Raymond Depardon, c'est seulement quelques livres qu'on a regardés. On n'a pas regardé tous les aspects du travail qu'il a fait, loin de là. Si je ne me trompe pas, mais je ne veux pas me planter, mais c'est environ une 60aine de livres publiés, donc, Raymond Depardon. Ce sont de multiples films qui ont été faits aussi. Ça vaut la peine d'explorer le travail de cet homme-là. Et il a dit, et c'est intéressant de voir ça, il racontait que dans les faits, il a appris quelques mots d'anglais dans sa vie, malgré tous les voyages qu'il a faits. Il n'a jamais parlé que le français. Et il considérait que cette approche-là l'avait beaucoup aidé, compte tenu qu'il a été centré essentiellement sur ce qu'il a vu autour de lui, ce qu'il a perçu autour de lui, et que cette limitation-là de la langue l'avait amené à se concentrer davantage sur les images qu'il pouvait produire. Wow, merci beaucoup. Voilà. Moi, je sais que tu l'aimes beaucoup, Depardon. Tu n'arrêtes pas d'en parler. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'avais vu, faites une recherche dans YouTube, vous avez juste à écrire Masterclass Raymond Depardon, puis il y a une masterclass qui dure 1 heure, 1 heure et demie, qui était réalisée en France, puis vraiment c'est juste lui et son intervieweur, puis c'est vraiment super intéressant tout ce qu'il raconte, c'est à voir définitivement. Excellent. On va finir bientôt l'émission parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Je vais juste répondre à 2 questions. Il y a eu 2 questions qui ont été posées là, au cours de l'émission, puis je vais y répondre. Il y a Rock Arsenault qui demande qu'on parle du skylight. Tout à l'heure, on parlait là, de la photographie avec le tintype. Là. On parlait du skylight. Si c'est une verrière qui laisse rentrer la lumière du jour, ben oui, c'est ça. C'est comme c'est ça. C'est comme si tu étais dans un solarium, dans le fond. Oui, c'est un pan de mur incluant le toit qui est tout en verre puis qui a des draps blancs qui agissent comme ça. C'est ça. Puis si tu regardes des vieilles photos des ciseaux des frères Lumière, ben c'était vraiment ça. Là, des super belles photos. Quelqu'un d'autre qui demande, Jacques Bertrand, il me demande s'il y a un musée à Sutton. Il y a un musée à Sutton, il y en arrache. C'est ce que je peux vous dire. Va-t-il rester ouvert? Va-t-il rester Soit à la rescousse. Non, mais écoute, loin de là, je ne sais pas comment. Un jour, m'a peut-être me présenter maire, là, mais c'est pas. C'est pas maintenant. Gaëtan, tu avais un autre. T'avais pas une petite news à nous dire? Ouais, juste une petite nouvelle très rapide. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'avais une très grosse pensée pour Daniel en apprenant cette nouvelle-là.
Il y a Leica qui annonce qu'ils ont l'intention de sortir un nouveau boîtier argentique 35 mm abordable. Abordable. Si vous vous souvenez, à l'époque, Leica avait une usine ici au Canada. Cette usine-là n'existe plus, évidemment, depuis. Mais ils ont maintenant une usine au Portugal. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que Leica va sortir un nouveau boîtier 35 mm construit entièrement au Portugal. C'est une excellente nouvelle, mais je trouve que c'est autant plus une excellente nouvelle pour les amateurs de boîtiers usagés parce que présentement, les boîtiers Leica vont chercher un prix très luxurieux, si je pourrais dire. Là. Mais non, mais ils vont peut-être faire une caméra jetable. Tu sais. Non, je ne penserais pas. Mais le fait qu'ils veulent sortir un nouveau boîtier argentique 35 mm, ça va faire baisser énormément les prix des boîtiers usagés actuellement sur le marché. Et ça pourrait être intéressant. C'est à suivre. Oui, c'est à suivre, certain. Bon, ben, on a-tu d'autres choses? Y a-tu quelqu'un, un de nos amis, qui aurait un commentaire à dire? Ou, moi j'aimerais ça remercier René là, pour son intervention tout à l'heure. Oui, définitivement. Ouais. D'être là, René. Y a-tu Ça me quelqu'un fait d'autre? plaisir, ça me fait plaisir. C'est la Ouais. première fois que j'ai connaissance, parce que je participe à une de vos discussions, puis c'est très intéressant. Ouais. Je crois que je vais m'abonner. Ben, je crois que tu vas peut-être être un de nos invités dans les prochains mois là, aussi. Ah oui, il faut. Hein? C'est juste à l'avertir, mais j'invite les gens. Je pourrais mettre le lien là, sur la page de Jeudi de la photographie, mais je suis allé filmer René cet été. Là. Ben, c'était à la fin de l'été, il commençait à faire fret, là, tu te rappelles? C'était pas à la fin de l'été, c'était à la fin du mois d'octobre, Ouais, début c'était à la fin novembre. du mois d'octobre. Moi, En fin là, de compte, c'est la dernière plaque que j'ai prise cette année, c'est avec toi, je l'ai faite. OK, ben, gars, moi, l'année 2020, c'est comme, il n'y a pas d'été, d'hiver, rien. Là, c'est comme juste une affaire. Là, tu sais, fait Ouais. Fait que je vais mettre le lien pareil sur sa page Facebook là, pour que les gens puissent aller voir cette vidéo-là. Je te remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires, interventions, insultes? Non? Bon, ben, écoutez, moi, je vous remercie là, d'avoir passé cette petite heure avec nous autres. On va se revoir au mois de février. 4. Le 4 février? Le 4 février, François, puis petit mot de la fin, je vais te laisser le mot de la fin, mais quand même, je prends ça à la volée. Fais-les dons. On a parlé du musée de Sutton tout à l'heure. Je lance une question à laquelle je ne vous demande pas de répondre présentement, mais est-ce que vous croyez qu'au Québec, est-ce que vous croyez qu'à Montréal, on est dû pour un centre international de la photographie? Et c'est ce dont on va effectivement parler, entre autres, avec Michel Lessard le mois prochain. Excellent, excellent. Ça, j'ai très hâte. Puis Gaétan, pardon, on avait des petits devoirs là, à donner à nos petits amis. Là. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Lors de l'édition de décembre, je vous avais fait part qu'on recherchait à ce que des gens nous envoient quelques images pour une lecture de portfolio. Et on avait aussi le projet de Nature morte à la Joseph Sudek. Donc, normalement, on était supposé de regarder ça aujourd'hui, mais j'ai sur le groupe Facebook, si vous êtes abonné, vous avez vu que je donne un mois de plus. Donc, on vous laisse un mois de plus pour nous envoyer, si c'est pour une lecture de portfolio, juste question de présenter vos images en ligne. Des fois, les gens sont trop gênés pour venir parler devant la caméra. Donc, on vous donne l'opportunité de nous envoyer quelques images sur notre adresse courriel qui est les jeudis de la photographie @gmail.com. Donc, vous pouvez nous envoyer des images, 5 à 8 photos que vous aimeriez partager et nous, on va se donner le plaisir de les commenter. Donc, ça, c'est pour la lecture de portfolio. Et pour le projet Joseph Sudek, c'est tout simplement de faire des natures mortes en lumière naturelle autant que possible. Donc, profitez de votre temps de confinement. Souvent, en confinement, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire et ainsi de suite pour passer le temps. Mais c'est le temps. Sortez vos appareils, que vous ayez un D850 de Nikon,
ou que vous ayez une chambre 8 par 10, sortez ça, faites des photos de nature morte en lumière naturelle et envoyez-nous ça à notre adresse courriel. Et on va vous faire une petite présentation de tout ça là, à l'édition du 4 février prochain. Ben, merci beaucoup. Merci Daniel, merci Gaétan, merci à tout le monde de s'être joint à nous ce soir. Puis, faites de la photo dans l'appartement ou dans la maison, là, comme dit Gaétan. Faites des natures mortes, mais restez vivants. OK? Ouais. On va voir dans un mois. OK. Merci beaucoup à tout le monde. Salut tout le monde, bonne photo. Bye. Bye.